Vas-y Manu. Bah mes 3 points, moi c'est encore une fois un match de dingo. Voilà. Bah, si c'est pour dire ça, t'as besoin de 3 points pour dire ça. Mais non, mais c'est mon premier Manu. point. Mon premier point. Mon deuxième point. Tu les as plus en plus? Hein? De quoi? Ah vas-y enchaîne parce qu'on t'a fait un jingle Mais et arrêtez tout. de m'interrompre. Allez, vas-y, fais-nous Mon rêver. deuxième point, Oui, c'est un match de dingo. Et mon troisième point. Écoute, si chaque semaine on a des matchs comme ça va remettre en question tout ce que je crois dans le football, tu vois. Merci Manu, on a perdu 2 minutes grâce à toi. Il a raison, c'est le meilleur. Bravo, je suis content parce que mine de rien, c'est pour ça que je voulais pas faire les 3 points. Parce que quand je vis ce genre de soirée, j'ai envie de me marrer. J'ai juste envie de me raconter les actions. J'ai envie de parler des joueurs qu'on a vus. J'ai envie de parler de la folie du match. Alors oui, s'il faut juste Là on a Rafinha en train de pleurer par une exemple. tentative d'analyse, c'est l'opposition de style, c'est ce qu'a fait l'Inter face à ce Barça qu'on a trouvé quand même l'essentiel du match assez fantastique dans sa maîtrise technique. Mais l'Inter, j'ai envie de les féliciter. La résilience des deux équipes, Daniel, sur les deux matchs, un truc de fou. Moi, l'Inter m'a enchanté parce que on avait ce débat avec Kevin la semaine dernière. Est-ce que tu es forcément meilleur si tu gagnes ou pas? Ouais, je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur la qualité technique du Barça qui est certainement supérieure. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut proposer dans le football, et c'est ça qui fait la force d'un sport en général, pas que du football, c'est quand justement sur un match de coupe, en étant a priori en dessous, parce que tu as peut-être moins de bons joueurs, moins de qualité technique, mais il y a autre chose. Il peut y avoir la tactique, il peut y avoir le cœur, il peut y avoir l'envie de s'en sortir, la résilience, comme tu dis. La résilience, et moi, exceptionnelle. Et moi, c'est ce qui fait l'émotion et les grandes soirées de foot. Incroyable. Les grandes soirées de foot, c'est pas les soirées qu'on analyse tactiquement. Non, c'est de T'as l'émotion. l'impression que les mecs ont un genou à terre, ils ont un genou à terre, t'es sur le point de les achever, puis ils te regardent, un peu à l'image d'un combat de Rocky dans le film, ils te regardent, ils se relèvent, ils te mettent du percute dans la gueule, tu sais pas pourquoi. T'étais à 2 doigts de l'achever, mais en fait, ils se réveillent. Ils sont tous les deux par terre, mais Rocky, il se lève quand même. Mais sincèrement, j'ai des doutes sur toutes mes convictions de foot depuis une semaine, en fait. Bah, pourquoi? Parce que les scénarios qu'on a vécu, comme ça, on a déjà vu des folies de match. Oui, j'en ai déjà vu, mais c'est beau quand ça vient. Garde de l'influx pour demain, mais ça peut être encore magnifique demain soir. Sur 2 duels à distance, match retour, aller-retour comme ça sur une semaine, j'en ai jamais vu. Oui. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Que l'aller et le retour soient également fantastiques. J'ai jamais vu ça, un combat de boxe qui a duré jusqu'au presque au penalty. Le Inter-Barça de 2010. J'ai vu des matchs comme ça, mais sur 2 allers-retours. En termes d'intensité émotionnelle, entre le 3-1 de l'Inter à l'aller, le 1-0 du Barça qui ne fait que dominer avec l'Inter qui est à 10, c'était également extrêmement fort. Mais là, il y a eu plus de rebondissements parce qu'il y a le but d'Acherbi alors qu'on l'attend plus du tout, parce qu'il y a en plus le but du 4-3 et que l'Inter qui semblait archi cuit sur une deuxième mi-temps où ils se sont fait manger. Qu'ils aillent s'en sortir en marquant le 4e avec le 3e, en arrachant les prolongues au 3e. Je parlais à 3-2, il restait quoi? 1 minute à jouer, tu te dis ça y est, le Barça, ils ont ton défenseur central gaucher qui vient mettre un but du droit. Tout est improbable dans ces deux rencontres. Sur le chat, Daniel se fait déjà chauffer. Quel match avec des moon boots, dit Marcus Thuram en direct studio sur le chat. Il neigeait vachement ce soir. Mais alors, Marcus Thuram a fait un match extraordinaire, mais vous m'enleverez. Enfin, on parlait juste de technique, d'habilité avec le ballon. Daniel, pour une fois, tu peux reconnaître. Mais il a fait un match de dingue, mais c'est pas un roi de la technique. On parlait que de ça la dernière fois. Franchement, il a tenu quasiment l'attaque à lui tout seul. C'est ce que je te dis. Dans le dévouement, il est fantastique. Mais on parle de technique. Comme il a mystifié les deux plots là, en fin de match. Les deux actions au début où techniquement il a. Non, mais je ne veux pas parler de ça parce qu'on va dire qu'il est bien monté en puissance au fil du match. Mais ici, putain, quand tu tapes, ça sonne pas creux. C'est ce que je te dis. Et là aussi, il a le cœur et l'intelligence, il compense son déficit technique. Manu disait c'est pas tous les jours. 13 buts sur un aller-retour en demi-finale, ça s'est vu une fois. C'était Liverpool-Roma en 2017-2018. Il y avait eu 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. C'était pas en demi. C'était en demi. C'était en demi. Ouais. De Champions League. Pas souvenir. Ouais, absolument. C'est marrant, j'ai pas souvenir. Moi non plus. Écoute, je vais te ressortir le détail. Johan Crochet et Edgar Groslo sont là. Salut Johan. Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Salut Edgar. Rebonsoir tout le monde. Bon, 4 de Roma à l'aller, 5 de Liverpool au retour. C'est l'année où Liverpool perd à la finale. C'est l'inverse, Jimmy, mais c'est les bons scores. 4 de Roma au 5-2 pour Liverpool à l'aller. Liverpool à l'aller, 4-2 au retour pour la Roma. Liverpool menait 5-0.
Mais je sais pas, bizarrement, j'ai éprouvé beaucoup plus d'émotions sur ces deux rencontres. Oui, parce que c'est le scénario des matchs qui fait l'émotion, Manu, aussi. C'est que là, le Barça mène 2-0, ça redescend, t'as l'impression que c'est bouclé à la mi-temps, et puis en fait, l'Inter mène 2-0. Moi, je paye toutes les semaines pour ça. Je paye même, tu vois, 7 000 € pour aller voir un match comme ça. Non, je rigole. Bon, restons un peu dans l'émotion quand même, Johan. L'Inter, on en a beaucoup parlé sur RMC dans l'after avec toi ces derniers jours. On était à Rome il n'y a pas si longtemps. Quand on était à Rome, on se posait la question de se dire, mais est-ce que cette équipe va pas tout perdre? Oui. Et c'était il y a 10 jours. Ouais, mais ils n'ont encore rien gagné, cela dit. Oui, enfin bon, ils ont au moins gagné une soirée mémorable. Tu vas me dire. Ils sont en finale une nouvelle fois après celle d'il y a 2 ans. Ils font un match qui va rester dans les mémoires de tous les interistes et on s'en souviendra tous, nous-mêmes qui ne sommes pas interistes et qui sommes neutres. Tout le monde a vu le match en Europe. Enfin, la saison de l'Inter, elle devient fantastique, rien qu'avec ce match. Mais alors, bien sûr. Non, mais ce qui est marrant, je crois que c'est Daniel qui disait qu'est-ce que tu veux rationaliser autour d'un match comme ça. C'est vrai que sur les 4 mi-temps, la première ce soir de l'Inter est la meilleure des 4. Oui. La deuxième est la pire des 4. Et ensuite, en prolongation, c'est juste héroïque. Donc, est-ce que tu veux essayer de sortir des tendances, des réflexions très intelligentes sur un match comme ça? C'est très très compliqué parce que comment ils peuvent continuer à te dire, Johan, le Barça c'est supérieur techniquement, c'est un jeu qui est plus abouti, enfin qui séduit plus le grand public, mais l'Inter mène quasiment tout le temps, à part le 3-2 du Barça, tout le reste. Ils ont mené 5 minutes sur l'ensemble des 2 matchs. L'Inter a tout le temps mené à l'aller. Johan, je sais pas si 2-0 ce soir. L'essentiel du temps de jeu sur les 2 matchs, c'est l'Inter qui a toujours été devant. Johan, je sais pas si tu partages mon point de vue, mais l'Inter a un banc de touche incroyable. Ce soir, c'est eux qui font la diff dans cette fin de match. Sur les 2 matchs aussi, tu vois certaines absences. Tu vois que les changements qu'a procédé Inzaghi. Même si j'étais pas complètement d'accord avec lui sur Di Marco, parce que je pensais pas qu'il montrait des signes de faiblesse dans ce match-là ce soir, mais ils ont un effectif de folie, quoi. Alors c'est vrai pour ce soir, je suis beaucoup plus réservé sur l'ensemble de la saison parce qu'on a des... Là par exemple Taremi c'est le seul bon match de la saison qu'il fait. Ce soir il répond présent au bon moment. Taremi était invisible et même au début quand il rentre c'est très dur et après immédiatement il se met dans le ton. Mais c'est à l'énergie où il se met dans le bon mood et où il aide tout le monde, il fait des appels, il vient défendre. Attends, moi j'ai trouvé que les remplaçants ce soir avaient eu un impact ce soir. Il a eu un impact. Mais pas que, ceux qui sont rentrés, Fratesi a un impact. Fratesi a égalisé. Fratesi a déjà été décisif dans le match d'avant contre le Bayern. On sait cela dit, bon Fratesi, je vais essayer de. Il est souvent bon. Attendez les uns après les autres, s'il vous plaît, parce que si tout le monde se parle dessus. Non, mais juste pour dire Fratesi, je vais reprendre ses stats là, pendant que Daniel parle, parce que on doit être bien à 7 ou 8 buts, je pense, marqués en tant que remplaçant cette saison. C'est une de ses grandes spécialités et c'est surtout un joueur qui amène beaucoup d'intensité. Le thème qu'on avait à Rome, Gilbert et Daniel, l'intensité de la Ligue des Champions, lui, quand il rentre en jeu, il en met beaucoup d'intensité. Et c'est en ça que ça devient un remplaçant très très intéressant en cours de match. Quand tes joueurs commencent à tirer la langue, quand tes adversaires tirent la langue, il est important. Moi c'est Barella. Ce soir, Barella, techniquement, il est catastrophique. Ouais, mais dans l'effort défensif, il est énorme jusqu'à la fin. On est d'accord. C'était impressionnant. Mais c'est ce qu'on a dit. Il manquait de lucidité avec le ballon, mais défensivement, c'est. Le nombre de turnovers qu'il a donné au Barça dans les 30 mètres de l'Inter, par contre, techniquement, ce soir, moi, c'est le pire match technique. Non, c'est vrai, mais moi, c'est un joueur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il a jamais rien. Et vous n'avez pas encore mentionné, quand même, ça change beaucoup d'avoir un énorme gardien. Parce que Yann Sommer, sur le match. Quel match? Les 2 arrêts du match. Mais alors, il y a un truc intéressant, Manu. Oui. Est-ce que c'est pas dans la tête que l'Inter s'est qualifié? Tu vois ce que je veux dire dans la résilience, c'est ce que je te disais. Est-ce que ça s'est pas plus joué dans les têtes que dans les pieds? Tu comprends ce que je veux dire? Dans la façon de haut niveau. Dans la façon de se dire, on y va encore. Parce qu'il y a des moments, à la fin de la deuxième mi-temps, avant l'égalisation, l'Inter, ils n'existent plus. Non, mais à 2-0 à la mi-temps, tu te dis, le match est plié, ils sont à la rue, ils sont à domicile, le Barça est à la rue. Et en fait, en une demi-heure, ils te claquent 3 buts. Tu te dis, allez, la qualification est en poche pour le Barça. Ils vont aller te chercher une qualification, des prolongations à l'arraché. Qui est-ce qui marque? Un défenseur central. Il n'y a rien à faire là. Gaucher du droit. Gaucher du droit. Après, sur un exploit de. Enfin bref. Après, si on peut rationaliser un petit peu et revenir au match en dehors de la folie de la fin. Je sais pas comment tu peux rationaliser ce genre de match, mais l'Inter quand même, c'est un style particulier qui est assez
différent de ce qu'on voit ailleurs en Europe. Sur les 4 qualifiés en demi, c'est la seule équipe qui est différente. Il n'y a quand même pas d'autres équipes qui jouent avec 2 attaquants quand ils démarrent avec Lautaro Thuram et qui jouent de cette façon-là. L'organisation tactique quand le match, quand ça démarre, que l'Inter n'est pas obligé de faire des exploits, de revenir, de machin, de jouer tout derrière, parce que la configuration du match les pousse à jouer comme ça. La façon qu'ils ont de ressortir les ballons. Il y a peu d'équipes qui aujourd'hui jouent des ballons longs. Eux jouent très souvent des ballons longs, des grosses diagonales, des gros changements, des grosses transversales. Ils ont un style qui est peu commun dans le foot qu'on a l'habitude de voir. D'abord, le foot italien est un football qu'on regarde moins par rapport à il y a 20 ans. Mais en Angleterre, en Espagne, on joue plus par des trajets courts. Eux, ils ont des variations qui sont plutôt rares. C'est un vrai style. Il y a peut-être des gens qui sont plus familiers du jeu du Barça et qui ce soir kiffaient le Barça. Quand ils ont vu le Barça revenir à 2-2 puis mener 3-2, ils se sont dit il y a une logique à ce qu'on voit ça, parce que le Barça est plus fort, parce que le Barça fédère plus de gens qui aiment ce style-là. Néanmoins, on peut pas. L'Inter ne doit surtout pas être réduit à une équipe qui ne sait que défendre, une espèce de vieux schéma cliché ou quoi. 7 buts quand même au leader de la Liga. 7 buts, et surtout que le Barça pousse à un moment l'Inter à jouer comme ça, à les épuiser parce que le Barça dispose de qualités techniques qui leur permettent de tout maîtriser, machin, ok, tout ce que tu veux. Mais l'Inter est très loin, très très loin d'abord de ne faire que ça et surtout fait plein d'autres choses très bien. Et même quand je dis Thuram, c'est pas un as techniquement, néanmoins dans ce style-là associé à 2, il est parfait. Il convient parfaitement à ce style-là, parce qu'il ne rechigne pas dans les courses, parce qu'il se bat énormément, parce qu'il aide quand le ballon arrive et qu'il est face au but, en gros, qui permet au bloc de remonter et qui joue sur Lautaro quand Lautaro est en forme. Tu dis, mais Lautaro, c'est un joueur très haut de gamme. Moi, j'ai rarement vu au plus haut niveau ce côté de résilience où on lâche rien, on y croit jusqu'au bout. Tu as toujours 4-5 mètres dans une équipe lorsque tu prends un coup dans la tronche. Notamment lorsque tu gagnes 2-0, que le Barça revient, tu as l'impression de revoir le même scénario que le match aller et qu'à la fin de match, il te reste 1 minute, voire 2 minutes pour égaliser, espérer aller en prolongation, les mecs lâchent pas. Mais en fait, c'est pas 4 mecs, c'est toute l'équipe qui y croit. Et c'est ça que je trouve magnifique en fait. Et je vois ça rarement en fait dans le sport collectif et dans le football justement. Tu as toujours 4-5 leaders qui essayent justement de transformer le destin d'un match. Mais là, tu sentais en fait, moi j'étais incapable de te dire l'issue de ce match-là. Cette équipe a une histoire. D'abord, ce sont des joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, longtemps qu'ils ont ce coach. On l'a dit, mais ils étaient quand même en finale. Le Barça, c'est pareil. Ils étaient en finale il y a 2 ans. Même s'ils sont plombés par leur défense, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. On dit beaucoup ces dernières années que l'Italie a perdu. C'est l'équipe la plus âgée de la Ligue des Champions. Exactement. On dit beaucoup que l'Italie a perdu cette tradition des défenseurs qui a fait un peu la légende de ce football-là. À l'Inter, il reste un peu des vieux trucs chez Bastoni, chez Acerbi, ce vieux caractère un peu à l'ancienne qu'on a vu dans une action à la fin, la faute un peu garce avec en plus derrière le mec qui balance le ballon un peu loin. Ce sont des choses, on est en train de parler et en fait ça me fait penser aux supporters qui se sont barrés avant à la fin du temps. Oui, cette image, elle va faire le tour. Et que les mecs tapaient, ils suppliaient les mecs pour les faire toujours des mecs qui partent avant. Pour ceux qui ont raté ça, à 3-2 pour le Barça, il y a des gens qui sont sortis. On a vu les images et en fait ils ont tenté de revenir et puis il y avait une stagiaire qui disait non, vous êtes partis, vous dégagez. Mais on voyait des sièges vides quand même pendant la prolongation. Pas beaucoup, mais on en voyait. On va revenir sur l'Inter, on va faire une évaluation et tout. Que s'est-il passé côté barcelonais ? Parce qu'il faut quand même que. Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à la fin, justement, eux, ça craque alors qu'ils avaient le match en main. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu gagnes 3-2, il reste 2 minutes. T'as l'autre là qui rentre là. Est-ce que c'est uniquement parce qu'ils étaient. Alors, il fait une mauvaise rentrée. Qui se fait bananer sur Thuram et qui est au bout de les chaussettes qui sont sur ses chevilles tellement et il a couru comme un forcené dans ce match-là et que tu as comment il s'appelle son collègue de la défense centrale là, Koubarsi, qui va comme s'il jouait contre les U19 le dimanche matin quoi. Il fait un très mauvais match Koubarsi. Tu te dis il reste 2 minutes à jouer. C'est la seule problème des rares fois où ils vont rentrer dans la surface de réparation. Mais vous êtes à 2 contre lui sur la ligne de corner et le mec il arrive à passer.
C'est ça qui s'est passé. Alors, sur le but d'Acherbi, il se fait prendre par un défenseur de 37 ans quand même. Vas-y, Edgar. Non, mais il se fait prendre quand même par un défenseur de 37 ans, faut dire, Araujo, qui a beau prendre le brassard de capitaine, mais cette saison, il est revenu de blessure, évidemment, d'une longue blessure, mais il n'est pas au niveau d'Inigo Martinez et Koubarsi cette saison. Il est en dessous, ça s'est vu ce soir. Et Koubarsi, après, c'est manque d'expérience sur le but de Fratesi, parce qu'ils sont trop gentils, en fait. Le mec, il le colle à pelle, Taremi, il le laisse, limite, il le pousse pour qu'il puisse faire sa passe tranquillement à Fratesi. Le Barça, beaucoup trop gentil. L'histoire du Barça, c'est de travailler le jeu, c'est de travailler la technique et moins les autres aspects. Daniel, 13 minutes à jouer, tu as 3 marqué 3 buts en une demi-heure. Pas uniquement la défense, tout ce qui est considéré dans la culture traditionnelle du jeu du Barça, des choses annexes, la force mentale, le fait de faire la sale faute, le machin. Daniel. Ils sont menés 2 fois 2-0 sur les 2 matchs, ils reviennent, ils te claquent 3 buts en une demi-heure. Le Barça, dans la culture de la domination du jeu, de ce qu'ils maîtrisent, machin, ils vont gagner parce que, c'est ce que disait Johan Cruyff ou Guardiola, où on est les plus forts. On est les plus forts parce que nous, on a le génie, parce que nous, on a le jeu. Eux, ils ont plutôt le mépris pour les bastonneurs, pour ceux qui gagnent au mental, pour ceux qui vont faire la faute de garce, pour ceux qui vont être sales, pour ceux... Donc ça n'a rien à voir avec le mental, c'est de l'arrogance alors. Et là, c'est juste un manque d'expérience ce soir, monsieur. Le truc des Hollandais. Tu penses vraiment que c'est un manque d'expérience quand tu mènes 3-2 en fin de match comme ça? Sincèrement, oui. J'ai trouvé qu'il y avait un côté les hommes contre les enfants quand même. Moi, je les ai trouvés vachement tendres. C'est le grand truc de ceux qui défendent le jeu par-dessus tout et qui disent on gagne. Ce que disait Wenger pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on reprochait à son Arsenal d'être un petit peu équipe aussi un peu d'enfants. C'est genre on gagnera parce qu'on est les plus forts. Parce que. Daniel, dans le grand Barça, il y a quand même Xavi et Busquets dans le genre vice. Ça vient chez ces gens-là, dans leur réflexion, ça vient après. Je pense que Puyol était un petit peu plus dur au corps que Moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Il y a quelques exceptions, mais dans leur mental et la création et la pensée qu'ils ont du foot, je suis pas d'accord. C'est pas Nadal, c'est pas le Real, c'est pas cet état d'esprit-là. C'est pas une mentale d'Argentin, c'est pas ça. Il y a juste un dernier aspect. Mais l'ADN Barça, Manu, je suis pas d'accord avec vous. Vous me dites c'est de la jeunesse, le machin, le jeu. Moi, je te dis que c'est pas leur formation. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça, Daniel. Tu gagnes 3-2, il reste 2 minutes à jouer. Arrêtez de me parler de la formation, l'ADN du Barça. Putain, tu regardes le but qu'ils prennent. Thuram, il mystifie 2 mecs. Un mec qui vient de rentrer, qui y va comme s'il allait. Ils sont pas méchants, c'est ce que je te dis. T'es d'accord avec nous, en fait. Mais même sur le but, sur la remise et le but qui marque, il y a 2 mecs devant, il n'y en a pas un qui l'attaque. C'est ce qu'on dit. Il y a un dernier aspect. Il y a juste un dernier aspect. 2 minutes, putain, défonce-toi là. On mettait en avant l'énorme match de Sommer. De l'autre côté, sur la double confrontation, tu as 10 tirs cadrés sur les 2 matchs pour l'Inter et mettre 7 buts. À un moment donné, tu as besoin aussi d'avoir un grand gardien pour accéder en finale. Il a le droit de faire des arrêts aussi. Et parfois un peu plus de caractère. Tu peux avoir du génie. Pas ce but-là, mais je te parle de l'ensemble du match. Tu peux avoir du génie et avoir du caractère. Le Barça cultive rarement les deux. Ça leur est arrivé, mais rarement. Daniel Riolo est là, Manu Petit, Jimmy Brown, Johan Crochet, Edgar Grelot et Elias au 32-16. Elias, bonsoir. Bonsoir l'équipe, bonsoir. Elias, toi, t'es un supporter de l'Inter. Dans la famille, ouais, il y a un fort attrait pour l'Inter et la AS Roma, et du coup, c'est une très belle soirée. Franchement, même si on supporte pas une de ces 2 équipes, je pense que pour le football, c'était vraiment. Évidemment, là, c'était un match régal absolu. Sur les 2 rencontres. Hein. Exactement. Mais alors, quand on est de l'Inter, là, ce soir, c'est l'apothéose. Ah oui, c'est clair. En fait, c'est le travail de 3 belles saisons qui ont été abouties avec l'Inter, avec 2 finales accrochées. Mais moi, franchement, quand je vois le résultat de ces 2 matchs, que je fais un peu la rétrospective de ces 2 rencontres, je vois quand même une équipe de Barcelone qui était largement supérieure individuellement, et une équipe de l'Inter qui juste avec, comme vous avez cité juste avant, un brin d'expérience en plus, et un peu ce côté vicelard que certains joueurs de l'Inter ont au détriment de la défense de Barcelone. Mais ça a fait la différence ce soir. Voilà, c'est ce que j'ai appelé gagner avec la tête. Voilà, c'est ce que Manu appelait. Comment tu as appelé ça tout à l'heure, le mot qu'il a employé, Manu, la résilience. La résilience, oui. Voilà. Démarrons une évaluation. Tiens, Elias, reste avec nous, tu pourras participer. Johan, toi qui suis l'Inter toute l'année, qui a été l'homme du match pour toi? Sommer. Ah ouais, c'est difficile de passer à côté de Yann Sommer parce que même s'il prend 3 buts, il y a 3 parades exceptionnelles, 2 sur Yamal au moins.
Sur Eric Garcia aussi. Mais ça va pas être que le gardien l'homme du match ce soir. Il fait un grand match, c'est vrai. Il fait un grand match, mais les défenseurs ont été très bons. Bastoni, ils ont tous été bons globalement. Au milieu, ils ont été forts. Thuram a fait un match extraordinaire. Essayons d'en choisir un. Dumfries a été dingue. Moi, c'est pas ce soir que je mets. Il a fait un taf extraordinaire, Sommer, mais le mettre homme du match, ça réduirait l'Inter à n'avoir que défendu, alors qu'ils ont mis 4 buts quand même dans ce match. Et je trouve que c'est pas rien. Si tu mets un défenseur, c'est à peu près le même esprit. C'est une équipe complète, vraiment, l'Inter ce soir. C'est pas faux. Johan, il dit si tu mets un défenseur, ça peut à peu près le même esprit que si tu mets. Tu peux mettre Thuram. Tu peux coller Thuram, tu peux. Franchement, Dumfries en piston. Dumfries 2 passes D et 2 buts à l'aller. Dumfries est très fort. Après, il faudrait. Alors, si on envisage la suite pour l'Inter, je pense que c'est une équipe qui a le profil pour emmerder n'importe qui. On avait vu que même le grand City avait beaucoup galéré contre eux il y a 2 ans. Di Marco, on est d'accord, Johan, qu'il est moins bien, il a du mal à revenir. Physiquement, mais Di Marco, Dumfries au top, ils ont 3 semaines maintenant pour se reposer. Ce sont 2 joueurs qui peuvent faire mal à n'importe qui et qui peuvent faire très mal. Ouais, mais là, la configuration offerte par le Barça était absolument parfaite pour les deux. Je l'expliquais dans l'avant-match, notamment pour Dumfries, encore plus pour Dumfries, parce que Di Marco est plus un joueur habile dans les phases arrêtées, plus lentes, parce qu'il a un excellent pied gauche et qu'il peut trouver des diagonales, il peut trouver des lignes de passe assez particulières, il peut dédoubler avec un joueur aussi sur le côté. Dumfries, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace, et donc la défense haute du Barça, aussi bien à l'aller qu'au retour, lui a offert des boulevards absolument incroyables. Et c'est là où il est le meilleur. C'est pas un défenseur latéral ultra technique qui va jouer dans les petits espaces, non, lui, il a besoin d'un peu plus d'espace pour s'exprimer, et c'est ce qu'a offert Barcelone. Donc, effectivement, la configuration pour lui, elle était absolument idéale, mais globalement, les pistons ont un rôle évidemment prépondérant dans l'Inter d'Inzaghi, déjà parce que c'est les joueurs de côté, il n'y en a pas offensivement, puisqu'on joue avec une attaque à 2, donc il n'y a pas d'ailier. Donc c'est eux qui étirent les blocs adverses, c'est eux qui concentrent le jeu d'un côté avant de faire des renversements de situation en prenant soit un relais par Bastoni, par Çalhanoğlu, soit directement par Di Marco. Dumfries en est par contre plutôt pas capable de faire des renversements de jeu avec des transversales de 50 mètres. Donc oui, les deux ont un rôle majeur, mais ce qu'on disait dans l'avant-match, juste pour revenir un instant sur le match, c'est que oui, le Barça a des meilleures individualités, on le disait avec Edgar dans cet avant-match, mais la force collective dégagé par l'Inter maintenant depuis plusieurs saisons. Ça avait commencé sous Conte, ça s'est poursuivi sous Simone Inzaghi. Mais quand on dit les meilleures individualités, c'est parce que Yamal est hors du commun, parce que Rafinha, en dehors de son but, il a quand même été, je trouve, assez discret. Mais est-ce qu'ils ont des meilleurs défenseurs ? Est-ce qu'au milieu de terrain, au milieu, t'as Pedri qui est extraordinaire. Sur le milieu de terrain, De Jong, Pedri, t'as 2 milieux qui sont au-dessus, effectivement. Pedri, De Jong fait un gros match, mais en face, attention, sur la première mi-temps, Çalhanoğlu, Mkhitaryan font un très bon match. Barella s'éteint assez vite, mais c'est également un très bon milieu de terrain. Donc dire, ils ont forcément des joueurs au-dessus. Bon. Daniel, même Bastoni l'a dit à la veille du match, il a dit que. Il y a Yamal qui t'allume la lumière à n'importe quel moment parce que le gars est un génie. Moi, j'avais une question. Après, tu joues Rafinha. Daniel, juste Bastoni. Bastoni lui-même a dit que l'Inter n'était pas l'une des 4 meilleures équipes individuellement d'Europe. Eh ben, ok, mais je trouve que c'est une erreur de dire ça. Manu. Moi, en fait, on parlait des joueurs, quel était le meilleur joueur ce soir. Moi, en fait, j'ai envie de mettre en avant Inzaghi, parce que j'ai l'impression, en fait, c'est sa 2e finale en 3 ans. En 3 ans. J'ai l'impression qu'on ne parle pas vraiment de lui depuis quelques années. Je trouve qu'il fait un travail remarquable à l'Inter. Il a redonné justement ses lettres de noblesse à l'Inter. Il a refait de l'Inter le club que j'ai connu, moi, à mon époque, quand j'étais joueur. Et je trouve que, en fait, ce qu'il incarne sur le banc de touche, ces joueurs l'interprètent vraiment sur le terrain, en fait. Cette grinta, le fait de toujours vouloir se battre. Tu as vu, au moment où l'arbitre siffle, cette fameuse action. En fin de première période de prolongation, quand il coupe Barella, qu'il allait se battre avec tout le banc de touche, en fait. Et tu sens que ces joueurs sont imprégnés de ça, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, le travail qu'il fait aussi, la compo, le niveau tactique, les remplacements, ce qu'il a fait ce soir, ça a eu un impact sur le match. Donc, moi, j'ai envie de mettre à l'honneur Inzaghi, en fait, ce soir. Je ne sais pas s'il a passé. Tu as raison, Manu. Je sais pas s'il a pas passé plus de temps en dehors de sa zone technique que dans sa zone technique sur le match. C'est en folie totale. C'est un grand truc en Italie. Il était impressionnant. C'est un très grand truc en Italie, Jimmy. Tous les supporters des clubs adverses de l'Inter se plaignent qu'Inzaghi soit sans arrêt en dehors de sa zone technique.
Et parfois même, il est sur le terrain. Ce soir aussi, tu es sur le terrain par moments, c'était dingue. Mais quand tu es joueur, tu le ressens, ça. Je préfère avoir ça qu'une porte de prison, quoi, tu vois, sur le banc de touche. Non, mais il dégage une énergie qui transmet évidemment aux autres. Alors il faut faire attention que l'énergie ne se transforme pas en nervosité. Est-ce que tu penses que cette année, ça sera l'année de son couronnement? J'aimerais bien, Manu, si tu t'ennuies en vélo, je t'enverrai un podcast qu'on a fait After Italy où on se demandait si c'était pas l'entraîneur le plus sous-coté en Europe, Inzaghi. D'accord. En dehors des frontières italiennes pour le coup. Son couronnement, je sais pas, mais moi j'aime. Il y a plein de choses que j'aime chez lui. Évidemment, son caractère, sa positivité, sa relation avec les joueurs. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues dans le vestiaire, mais qui est très convaincant, qui réussit à maintenir tout le monde autour d'un objectif commun. Et c'est pas toujours simple parce qu'il y a quand même des gros égos aussi dans ce vestiaire-là. Il y a aussi évidemment la discipline tactique qu'il a enseignée à ses joueurs, la facilité avec laquelle les joueurs arrivent dans cet effectif-là et s'intègrent au schéma d'Inzaghi. Mais c'est aussi une faiblesse, c'est-à-dire que il a une rigidité tactique, c'est-à-dire que son schéma est exceptionnel, il est parfaitement maîtrisé et les joueurs s'intègrent parfaitement dedans. Mais par contre, il peut manquer aussi parfois de souplesse, c'est-à-dire réussir dans des matchs où ça fonctionne moins bien à trouver autre chose, à sortir un petit peu de. Peut-être qu'il n'a pas les joueurs pour faire autre chose, justement, que son 3-5-2. Alors, évaluation, Yamal, il faut qu'on parle de Yamal et Rafinha. Juste rapidement, sur l'activité de Simone Inzaghi, il y a Yes sur le chat qui dit qu'il était au marquage de Fermin Lopez à un moment donné, carrément. Simone. Il le C'est pas faux. Bon, Yamal, on en a parlé énormément au match aller. Est-ce que vous estimez que ce soir, c'est plutôt lui qui a raté son match ou bien que l'Inter a parfaitement mis en place un plan anti-Yamal? Moi, je le trouve bon ce soir. Si Sommer sort pas un match exceptionnel, on parle encore de Lamine Yamal parce qu'il y a 2 fois, il est à 2 doigts de mettre vraiment un but quasiment aussi bon que l'aller. Bon, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est surtout Rafinha. Il est meilleur que Rafinha. Il est encore extraordinaire. Rafinha, j'ai trouvé un peu en dessous, même s'il marque un but. Et Ferran Torres aussi. C'est pour ça, Yamal a été un peu seul. Et je parle pas de la défense, parce que. Et Lewandowski, le pauvre, il est rentré pour rien. Kevin Diaz m'a dit ils ont joué à 10, le Barça, Ferran Torres, il a servi à rien devant. Et Lewandowski par la suite, pareil. Et Olmo, jusqu'à ce qu'il marque son but aussi, c'était compliqué pour lui. Pendant 1 heure, il est très mauvais. Après, il revient. Je trouve que Fermin Lopez, son entrée, elle est mauvaise aussi. Ils ont une meilleure équipe, ils ont des meilleures individualités. C'est une meilleure ceci, c'est une meilleure cela. Bah oui, non, pas forcément. Non, mais l'Inter a très bien verrouillé l'axe, donc les joueurs d'axe ont eu beaucoup de mal. Après, il y a un match à jouer, quoi. Oui, Johan, vas-y. Non, je disais, les joueurs axiaux de donc Olmo, Lewandowski, Ferran Torres, c'était tellement verrouillé dans l'axe et c'était tellement parfaitement verrouillé dans le sens qu'il n'y avait pas d'espace qu'ils ont eu beaucoup de mal à s'exprimer. Et c'est d'ailleurs même étonnant, je trouve que les 2 buts que prend l'Inter sont très étonnants par rapport à la qualité qu'a l'Inter sur ces phases de jeu-là, sur des centres plein cœur de la surface. J'étais un peu étonné de les voir encaisser ces 2 buts-là. Mais pour le coup... Daniel, on a parlé de à peu près tous les défenseurs. L'entrée en jeu de De Vrij, il a été sur toutes les trajectoires, sur tous les coups de pied arrêtés, sur tous les centres, sur tous les ballons en profondeur. Et l'Inter termine avec Sommer, 37 ans, Acerbi, 37 ans, Darmian, 35 ans, De Vrij, 33 ans. Exactement. Alors que le Barça fait rentrer que des jeunes de 18 ans. Déclat de Lautaro à la télé italienne. J'étais en difficulté, je ne sentais pas ma jambe, dit-il. J'ai passé 2 jours à pleurer chez moi. Je pouvais très bien ne pas jouer ce soir. J'ai mis une bande très serrée, je suis allé sur le terrain. Je suis fait comme ça et je vis le football comme ça. Voilà, il dit je me sens pas bien, mais on va travailler pour récupérer ma jambe. Voilà, bon, malgré tout, on l'a quand même vu. Comment il joue le coup sur le penalty qu'il obtient là, comme il met son pied devant Koubarsi. Franchement, c'est au niveau. Koubarsi, il est dans le bon timing. Il est dans le bon timing, il va sur le ballon et c'est l'expérience là de Lautaro Martinez de mettre le pied. Il paraît qu'Arsène Wenger a dit on peut pas mettre penalty là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il dit l'image en fait ne montre pas le fait que Lautaro aille chercher le penalty et il estime qu'en fait comme il va chercher le penalty, c'était pas forcément sifflable. Il va pas tant chercher le penalty, il met son pied d'appui pour frapper du gauche. Bon, c'est l'intelligence d'un joueur justement de profiter de l'impact. Justement, il y en a beaucoup qui font ça pour obtenir une faute, de mettre le corps en opposition. Il sait très bien que la seule chose que doit faire Koubarsi, c'est de toucher son pied pour toucher le ballon. Donc il est dans la surface, il sait qu'en faisant ça, il va obtenir le péno. Tiens, écoutez Eric Garcia, c'était sur Canal il y a quelques instants. Je pense que c'est un match où il y a beaucoup de hauts et de bas. On était mené 2-0 à la mi-temps et ensuite ce qu'on a fait en deuxième période c'était incroyable. On aurait dû finir. Finalement on a pris un but à la 93e minute, c'est dur.
On a été en prolongation et ils ont marqué. C'était difficile de revenir. Ils ont gagné cette double confrontation. Bravo à eux. Ils sont en finale de la Ligue des Champions. Mais je crois toujours que mon équipe est la meilleure. Elias, tu veux rajouter un truc? Le concept de meilleure équipe. J'aimerais bien faire rebondir sur ce que a dit Emmanuel, parce que moi, vraiment, l'homme du match sur ces deux confrontations, ça reste bien Inzaghi. Parce que je trouve que voilà, c'est un homme qui est souvent oublié, on le place pas à la table des grands entraîneurs. Et par exemple, on a des gars comme Xabi Alonso qui sortent de 2 belles saisons et ça y est, on en parle partout. Alors que lui, je trouve qu'il est plutôt très. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est la hype espagnole. Ce que tu dis, c'est d'abord parce que c'est vu du balcon français déjà. Et en France, la Serie A n'est plus suivie comme il y a des années. C'est la réhabilitation des entraîneurs italiens. Et deuxième point, c'est les fameux tampons espagnols. C'est une hype, c'est une tendance. Tous ceux qui jouent avec, on va dire, le style espagnol et encore plus le style Barça sont plus mis en avant. Il y a un système, il y a des coachs, il y a un discours qui est valorisé depuis quelques années aujourd'hui. Et les autres coachs passent toujours pour des inférieurs ou des gens qui ont moins d'idées. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça que j'essaye de dire depuis plus d'1 an maintenant. Pourtant, à la base, moi, j'aime ces coachs-là. J'aime cette école de pensée. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il faut quand même rester un petit peu objectif, il faut prendre un petit peu de recul. On ne peut pas foncer tête baissée et dire il n'y a que cette pensée, il n'y a que ci, il n'y a que ça. Et même ces mecs-là, même quand ça ne se passe pas bien, ou même quand ils perdent, ou même quand ça reste les meilleurs. Mais ok, c'est la mentalité, c'est l'histoire de Johan Cruyff. Je perds, mais je reste le meilleur. C'est la mentalité catalane, quoi. Bon, écoute. Elias, merci beaucoup. Comme ça à la vie, quoi. Rappelle-nous quand tu veux dans l'after. Manu, on va te laisser parce que demain tu as une grosse soirée. PSG Arsenal, je te le rappelle. Ça commence de 18h à minuit demain.